C'est spirituel pour eux. En étudiant Sigmund Freud, j'ai réalisé pourquoi ils ont réagi si vivement quand, en quelque sorte, je tombe sur quelque chose par hasard et qu'il y a cette réaction. Vous ne pouvez pas faire ça. Oui. Si vous essayez de le dissimuler, je vais absolument aller y jeter un œil. Désormais, ma curiosité est piquée au vif. Si on m'avait simplement laissé tranquille, je n'aurais jamais ressenti le besoin d'approfondir la question. Mais ce qu'on apprend sur Sigmund Freud, c'est que c'est ce qu'il a vraiment banalisé. Je veux dire, le mouvement psychanalytique était littéralement un mouvement pour banaliser le gaslighting. Et ça ne fait aucun doute. Comme je l'ai dit, vous pouvez lire les archives de Sigmund Freud. Ce type ne théorisait pas juste là-dessus, sur ce qui se passait. Il a eu accès, appris l'allemand, lu les archives, alerté Anna Freud et lui a dit « Saviez-vous que votre père savait que ses enfants se faisaient violer et pourtant a menti au public ?» Et elle a fait « Ouais, je pense que vous savez, peut-être ne publiez pas ça. » Mais elle l'a laissé publier. Je pense que c'était un appel à l'aide. C'est ma théorie, en tout cas. Le deuxième point que je souhaite aborder, c'est quelle est cette idéologie directrice? Pourquoi Freud a-t-il d'abord reconnu ouvertement que ses enfants étaient victimes de viol, parce qu'il était à la morgue. Certains de ses enfants mouraient à cause de leurs blessures. Et il était à la morgue à Paris. Il a vu ça de près. Il n'y avait aucune contestation où la littérature a été publiée. Il étudie sous la direction de Charcot. Et puis, il opère ce revirement soudain quand il a 35 ans et il dit, peu importe, ces enfants ne sont pas abusés. Ils sont attirés par leur père. Ce sont eux les provocateurs. David Baccan a publié un livre et il fait le lien avec. Et il avance un argument très solide et ensuite prouve sa théorie que c'est ça s'appelle Sigmund Freud et la tradition mystique juive. Et il a fait le lien avec la Kabbale, cette sorte d'idée gnostique selon laquelle il faut descendre en enfer et ensuite on sera élevé et que la pire chose que l'on puisse faire, le pire des péchés, il croit en cette idée de péché sacré, c'est de faire du mal à un enfant. Encore une fois, ces gens que je cite, juste parce que je sais qu'on commence à parler de Sigmund Freud et antisémitisme. Ces gens qui ont écrit ces livres sont tous deux juifs. Jeffrey Masson est juif ashkénaze. David Baccan est un juif ashkénaze. Ces gens sont des professeurs et, vous savez, ils ont les qualifications requises pour tirer ces conclusions. Et ce qu'ils théorisent dans ce livre, c'est que Sigmund Freud banalisait la Kabbale à travers la psychanalyse. Et la raison pour laquelle il a attendu d'avoir 35 ans, comme il l'explique, c'est que dans la tradition de la Kabbale, il pense que c'est si puissant, quoi que soit la Kabbale, et je ne suis pas une experte de la Kabbale, je l'admets, mais quoi que ce soit. Ils n'en parlent pas à leurs enfants avant qu'ils n'aient 35 ans. Et quand Sigmund Freud a eu 35 ans, il a reçu une Bible hébraïque de son père, et c'est comme, j'imagine qu'il croit en la numérologie ou quelque chose comme ça. Et il a été soudainement éveillé à un aspect de la Kabbale, quel qu'il soit. Après que David Baccan a publié le livre, un rabbin est venu le voir. Il a pris contact avec le rabbin et a parlé à ce rabbin qui lui a dit que, oui, Sigmund Freud était un kabbaliste parce que il le connaissait personnellement et il avait un zohar dans son appartement ou chez lui. Et il a alors vérifié que sa théorie en lisant ses écrits était correcte et qu'il était un kabbaliste. Et donc, je pense qu'il est important que les gens, comme j'ai lancé un club de lecture, lisent ces livres, genre, ne me croyez pas sur parole. Et je dis toujours, oui, nous devons arrêter de tomber dans le piège de l'argument d'autorité. Vous ne devriez pas m'écouter parce que je suis Candace Owens. J'ai un podcast. Je veux que vous lisiez ces mêmes livres et reconnaissiez qu'il se passe quelque chose de très grave dans ce monde. Et quand nous soulignons ces faits, on se fait tous gaslighter. Par exemple, on nous dit soudainement qu'avoir une réaction, pour ne prendre qu'un exemple actuel, aux enfants qui meurent à Gaza fait de nous des monstres. Eh bien, Sigmund Freud est la personne qui a introduit l'idée que le gaslighting pouvait être une stratégie efficace. Et le gaslighting, si je comprends bien, c'est le processus qui consiste à inverser la culpabilité. Je vous mets un coup de poing au visage et vous accuse de m'avoir agressé. Comment osez-vous me frapper? Donc, et on est constamment gaslighté par les médias. Eh bien, c'est vrai. On a l'impression qu'il y a énormément de transferts de blâme. Je le vois dans un contexte très différent, mais c'est sur l'économie. C'est comme... Vous savez, la classe ouvrière aux États-Unis, elle a été complètement attaqués. Ce n'est pas accidentel. Ils étaient en quelque sorte ciblés pour être anéantis et traités avec le plus grand mépris. Et ensuite, on leur reproche leurs attitudes moyenâgeuses. Ils sont tous racistes ou je ne sais quoi. C'est genre, non, en fait, je pense que ce sont eux qui ne sont pas gagnants. Ils semblent être les perdants d'un système qui enrichit beaucoup d'autres personnes. Pourquoi s'en prendre à eux? Eh bien là, on vous traite de raciste, n'est-ce pas? On vous traite de raciste pour avoir remarqué ça. Et ces gens qui disent « je veux juste pouvoir nourrir ma famille, aller travailler et me sentir bien avec ça ». Oui, aucun rapport avec la race. Comment c'est devenu une question de race? Mais c'est un élément de ça. Et l'une des choses à reconnaître à propos de Freud, c'est que... Donc la famille Freud crée un mouvement psychanalytique. Sigmund Freud le fait. Il gaslight les gens. Ensuite, some rappers, ça se transforme en propagande moderne car c'est la famille Freud-Bernays. C'est la même famille. Edward Bernays est la personne qui a créé la propagande pendant la Seconde Guerre mondiale.
L'OSS, genre, il l'utilisait pour savoir comment on pouvait banaliser, genre, comment convaincre toute une population de vouloir faire la guerre, vous savez, de haïr les Allemands. C'est le type qu'ils ont fait venir. Donc, c'est la même chose. Le mouvement psychanalytique se transforme ensuite en propagande avec Edward Bernays, puis en relations publiques. Les plus grands noms des RP mondiaux, c'est toujours la famille Freud. La famille Freud s'occupe des RP de la famille royale. Son nom est Matthew Freud. On peut donc tracer une ligne directe pour comprendre ces choses. Je crois que Matthew Freud était marié à la fille de Rupert Murdoch. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Et donc, c'est très intéressant de voir ça. Juste pour noter. Oui, et il est important que les gens le reconnaissent. Ces gens ont eu une énorme longueur d'avance, d'accord? Ils savent comment fonctionne l'esprit. Ils ont mené ces expériences sur les gens. Ils ont cette relation avec l'État depuis toujours. En fait, je pense qu'ils sont l'État, pour être honnête. Ils sont l'État. Je ne devrais même pas dire que c'est une relation avec l'État. Ce qu'ils essaient constamment, c'est d'infecter votre esprit, d'accord? Imaginez que vous êtes cet enfant qui a vécu cette horrible expérience et qu'un adulte se tient devant vous disant que ça n'est jamais arrivé, que vous êtes fou et que ce qui ne va pas chez vous, c'est que vous êtes attiré par votre père. C'est ce qu'ils nous font à tous de façon bien plus dévastatrice quand ça arrive à un enfant dans cet égard sinistre. Mais quand on voit l'appareil médiatique dominant aujourd'hui et qu'il nous gaslight, comme l'affaire Brigitte Macron, c'est le plus grand gaslighting que j'ai jamais vu, où vous pourriez démonter ça en une seconde, mais vous ne le ferez pas. Et vous nous traitez de dérangés, de fous et d'antisémites parce qu'on se soucie d'un enfant palestinien mort. Et vous, c'est comme si c'était, oui, ils ont créé ce système. Et la seule façon dont nous pourrons le vaincre, c'est que nous devons d'abord le comprendre. Et c'est pourquoi j'encourage vraiment les gens à s'éduquer. J'en ai fait mon cheval de bataille, car on m'accusait sans cesse que le simple fait de parler de Freud était antisémite. Je me suis dit, je ne lirai que des historiens israéliens et des livres d'auteurs juifs afin de pouvoir dissiper cette rumeur. Je n'ai jamais entendu ça. C'est intéressant. Sigmund Freud a été plus ou moins à la mode. Il était très à la mode quand j'étais jeune. Et puis, il était vraiment très à la mode. Oui. Et puis, il a été vraiment déboulonné par les féministes, si je me souviens bien, parce qu'il avait des opinions peu à la mode sur les femmes, les qualifiant d'hystériques, etc., etc. Mais je ne me souviens pas que Sigmund Freud ait été une figure intouchable. Depuis quand le critiquer est-il un crime de haine? C'est ce qui m'a paru si bizarre. Moi, j'ai fait un épisode sur le Daily Wire. Je ne le pensais pas religieux, du moins. Exactement. J'ai fait un épisode et je parlais aussi de tous ses amis. Son meilleur ami était ce type, Wilhelm Fliess, qui, son fils Robert Fliess, a révélé que son propre père, oui, son père lui-même, l'avait agressé sexuellement. Et de manière choquante, tout son entourage agressait sexuellement leurs enfants à Vienne, ce qui est... Et quoi encore? Mais qu'est-ce que c'est? J'ai côtoyé beaucoup de monde, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un accusé d'agresser son propre enfant. C'est tellement improbable. J'ai connu des gens qui ont fait toutes les pires choses et je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait même été accusé de ça. Et pourtant, vous décrivez deux groupes de personnes, des gens puissants, des gens célèbres ou des tonnes danseurs, des tonnes dans leur entourage ont été accusés ou ont en fait commis des agressions sexuelles sur enfants. Eh bien, laissez-moi vous dire, à mesure que vous avancerez dans ma série, que, alors que je pointe du doigt tous cet entourage autour d'eux, de tous ceux qui commettent accidentellement des actes de pédophilie, défendent des pédophiles, peu importe, le meilleur, c'est, pour moi, qu'ils vous rient un peu au nez, qu'ils veulent que vous sachiez qu'il y a quelque chose, il y a un élément qui est en partie sadique. Portrait présidentiel, Emmanuel Macron appuyé contre un bureau. Tout le monde doit faire ça, s'appuyer contre un bureau. Évidemment, le portrait présidentiel officiel. Il choisit de mettre un livre, et il a dit dans plusieurs interviews que c'était leur auteur fétiche, d'André Gide, sur la table. André Gide est un auteur qui a lui-même publiquement avoué être un pédophile. Il était en fait un pédéraste. Il s'en prenait spécifiquement et exclusivement à de jeunes garçons. Et il descendait en Algérie, au Maroc, et il écrivait des livres basés sur ses expériences. Le président de la France a choisi de mettre ce livre, d'accord, un livre d'André Gide sur son bureau pour son portrait présidentiel officiel, comme s'il n'y avait aucun autre livre que vous auriez pu choisir de mettre là. Il y a un élément où je pense qu'ils ont amassé tellement de pouvoir. Et c'est assez intéressant parce que je pense que Daryl Cooper vous en a peut-être parlé. Mais en arrivant à le père de Bill Barr, Donald Barr, a écrit ce livre étrange, L'espace. Ça s'appelle Space quelque chose, Space Relation de Donald Barr, où il prédit une colonie
de cossards, comme ils les appellent, cossards, K-O-S-S-A-R-S, ils l'appellent, qui sont tellement lassés de leur pouvoir, ils sont tellement lassés d'être l'élite, de s'en tirer avec tout. Et il prédit ensuite dans ce livre fantastique, Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. C'est très étrange, compris. Et il était aussi dans l'OSS, qui était le précurseur de la CIA. Mais il y a un élément de ça quand je vois Emmanuel Macron faire ça, c'est comme s'ils voulaient se faire prendre et qu'ils ont tellement de pouvoir, ils savent qu'il n'y aura jamais de conséquences. On se dit, pourquoi feriez-vous ça? Vous auriez pu mettre n'importe quel autre livre sur votre bureau. Vous auriez pu mettre littéralement n'importe quel autre livre sur votre bureau. Mais vous avez choisi un homme qui a avoué, qui n'a jamais nié le fait qu'il descendait au Maroc et qu'il aimait juste les petits, il aimait les petits garçons. Donc nous sommes dans le secteur de la nicotine. Nos sachets ALP sont excellents, mais la nicotine est une substance très réglementée par l'État. La principale chose que vous ne pouvez pas faire, peu importe les preuves scientifiques, c'est une allégation de santé sur la nicotine. Nous ne le faisons donc pas. Mais ce n'est pas vrai pour la caféine. La caféine est bonne pour vous. Nous avons donc trouvé une meilleure façon d'utiliser la caféine. Ça s'appelle Coffee Break. C'est conçu pour les gens qui veulent avoir les idées claires, bouger vite, ne jamais rien rater. C'est délicieux et c'est fort et se marie le mieux avec un Alpe. Chaque sachet XL vous donne 50 mg de caféine. Sautez du lit et commencez votre journée sur la note la plus vigoureuse, prête à dominer. Donc, tout ce que vous avez pu nous raconter là, ces 20 dernières minutes, ça me fait penser qu'il serait fou de porter ça en justice, car ça vous donnerait accès à l'instruction. Je pense qu'il condamne sur le fait qu'on demande le rejet. Je pense qu'il y a deux options. Le rejet, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez d'abord demander le rejet de l'affaire parce que vous vous dites « Salut, nous avons le droit du premier amendement. C'est fou. Ça vient de Paris. » Je veux dire, pourquoi diable honorerions-nous ça? Deuxièmement, c'est genre, allons-nous vraiment permettre au président français de venir ici et de bafouer mon droit à la parole? Et typiquement, dans un scénario normal, un juge rejetterait cette affaire parce que c'est complètement fou. Nous pouvons évidemment produire les preuves que nous leur avons posé ces questions et qu'ils ont choisi de ne pas y répondre. Je pense qu'ils veulent qu'on demande le rejet. Encore une fois, je suppose, juste pour qu'ils puissent dire « on a essayé », mais l'Amérique est une bête à part et ils ont la malveillance manifeste. Ou ils vont prétendre que Brigitte est morte de chagrin. Je ne sais pas, parce qu'ils n'iront absolument pas en instruction. S'ils avaient eu la moindre intention de le faire, ils auraient déjà rendu publiques des photos, histoire de couper court à toutes ces rumeurs. C'est ça. Parce qu'alors, vous allez devoir me donner des preuves sur cette période de 30 ans où vous avez juste, en quelque sorte... Vous n'allez pas essayer de faire rejeter l'affaire? Je ne veux certainement pas que l'affaire soit rejetée. Incroyable. Je n'ai jamais entendu ça avant. Je voudrais qu'on s'attarde là-dessus un instant. Ayant vu de nombreux procès, je n'ai jamais entendu parler d'une poursuite pareille. Ils dépensent des sommes folles. Car Tom Claire et sa femme, je pense, facturent très cher. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « Je ne veux pas qu'une affaire bien financée contre moi soit classée ». C'est ce que je ressens. Et la raison pour laquelle je ressens ça, Incroyable. vraiment, Tucker, c'est parce que c'est tellement... Vous êtes sérieuse? Tellement plus grand, vous savez, et nous, donc nous avons ces discussions. On a parlé à l'avocat, on veut que l'affaire soit déplacée au Tennessee. Ils ont déposé la plainte au Delaware. Ce qui se passe ici est tellement plus grand et important pour le monde. Dans le Delaware, vraiment? Oui, ce qui est intéressant, Hunter a eu cette phrase tristement célèbre, on contrôle les tribunaux du Delaware, mais... Fox News l'a découvert, une affaire absurde de Dominion contre Fox News. Je n'étais pas cité dedans, je me suis fait entraîner là-dedans. Mais Tom Claire était impliqué dans cette affaire et c'était dans le Delaware et ils avaient juste un juge complètement complaisant. C'était une vraie blague. Ouais, eh bien, c'est très intéressant parce qu'ils ont bien déposé la plainte dans le Delaware et c'est un endroit où nous savons que les tribunaux sont corrompus. Mais ce serait un précédent qui serait, je pense, presque même trop fou pour le Delaware. On parle d'un président en exercice d'un autre pays qui arrive et qui dit « Je vais vous poursuivre pour avoir dit la vérité. La vérité est de notre côté. C'est ça. On a vraiment la vérité. Donc, à moins qu'ils ne disent blablabla, bla, bla, je ne regarde rien là-dedans. Ce n'est pas le cas, aucune communication des preuves et on donne raison à cette personne. Il faut communiquer les preuves à la partie adverse, non? Comment Macron, chef d'État étranger, peut-il obtenir réparation? Comment?
C'est ça, il n'y a rien que l'on puisse consulter. Nous sommes des pionniers en la matière, évidemment, parce que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du monde qu'un président en exercice d'un pays étranger poursuive un journaliste, un podcasteur dans un autre pays. Ce n'est pas juste jamais arrivé. On ne sait pas. Je ne savais pas comment il pouvait porter plainte. Je pensais qu'on ne pouvait porter plainte que dans un... J'apprends en même temps que tout le monde. Incroyable. Comment ça va se passer. Mais encore une fois, en parlant de Tom, Claire et Dominion, alors qu'il était là, tout guillerait avec Jake Tapper en tant que représentant, en quelque sorte, de l'État, parce que c'est ce qu'il représente. Il représente l'État. Bien sûr, il représente toujours l'État. Mais ils sont tout excités à parler de Dominion parce que Jake Tapper lui dit, il fait « Et combien avez-vous obtenu du procès Dominion? C'est beaucoup d'argent. Vous allez la poursuivre pour tout cet argent? » Et ça vous dit qui est leur maître, n'est-ce pas? Je pense qu'on le sait. Ces gens sont sataniques, n'est-ce pas? Que vous ne pouvez pas me battre sur le terrain de la vérité et des faits. Que faites-vous ensuite? Je vais vous punir. Je détruis vos moyens de subsistance. Vous n'aurez plus rien à votre nom. C'est pourquoi cette affaire compte tellement plus pour moi. Parce que on ne peut pas avoir ce comportement de la part de nos gouvernants, n'est-ce pas? Qui disent, même si vous trouvez la vérité, même si je suis un pervers, même si je m'en suis tiré après avoir couché avec mon élève, même si ses parents ont essayé de l'éloigner, il n'y a rien que vous puissiez y faire. Et je vais vous appauvrir, pour avoir même dit aux gens, voilà ce qu'est ce procès. Je vais vous appauvrir, pour avoir dit la vérité. Séjourner au cœur de la ville. Hôtel à Londres. Appartement à Paris. Ou auberge à Tokyo. Explorer plus de 28 millions d'hébergements dans le monde. Et ils sont contents. Il est tout guilleré en discutant. Puis il se tourne vers la caméra, Jake Tapper, et dit « Fox News a fait ça. Combien d'argent avez-vous eu? » Genre, c'est totalement bizarre. Je me dis « C'est ça votre maître. Et vous allez vous heurter à... » Vous allez vous heurter à un mur ici parce que l'argent ne m'intéresse pas. J'espère que l'histoire de Candace Owens. Au cours des 2 dernières années, les gens ont fini par comprendre que l'argent n'est pas mon maître. Je pense que c'est très évident pour tout le monde. Ce qui est intéressant, connaissant tous ces gens, vous êtes de loin le plus heureux. Et je ne veux pas paraître genre faussement pieux ou quoi à faire le moralisateur, mais c'est vrai qu'on peut voir que la personne qui dit la vérité est aussi celle qui est la plus calme et la plus heureuse. Mentir vous rend craintif, fragile, en colère. C'est vrai, j'ai déjà menti. Ça me rend craintif, fragile et en colère. Et plus vous dites la vérité, plus vous êtes calme. Je pense juste que c'est réel. Bref, je ne pense pas qu'à la fin, on gagne en se rangeant du côté de l'État contre celui qui dit la vérité. Non. D'où ma question, Tom. Je sais que vous avez regardé chaque minute de la série. Ils sont entourés de ces gens, les enfants, les victimes silencieuses. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Vous lui avez vraiment dit ça? Oui, dans mon podcast. J'ai dû ouvertement, en revoyant l'affaire Manischez et cette femme morte parce qu'ils se sont battus pour libérer ce pédophile, cette créature à Amiens, je lui ai demandé si ça en valait vraiment la peine. Pour moi, je ne pourrais pas regarder une affaire d'abus sur des enfants ou un réseau de personnes impliquées dans des abus sur des enfants qui ont admis avoir abusé d'enfants, qui défendent des gens qui défendent des gens ayant admis avoir abusé d'enfants, et poser ma tête sur l'oreiller le soir. Et c'est ce qui compte le plus dans tout ce que je fais. Je dois pouvoir poser ma tête sur un oreiller le soir et me dire, j'ai l'impression d'avoir fait. J'ai fait ce que je pensais être la bonne chose à faire et c'était une bonne chose à faire. Oui. Et la plupart des gens ne sont pas guidés par ça. Ils sont guidés par ce maître qu'est l'argent. C'est ça. Et ils sont prêts à faire ce genre de choses, à détourner le regard parce que vous allez encaisser un chèque. Vous et Libby allez encaisser un chèque et ça va être bien. Voulez-vous que ce soit votre héritage? Je lui demande ça sincèrement, genre, j'espère que dehors, on ira au tribunal et que je pourrai lui demander ça en face. Peut-être qu'il me fera déposer. Et je pourrais lui demander, genre, est-ce que l'argent en vaut la peine? Je veux juste savoir. J'ai besoin de le savoir parce que je ne pourrai jamais. Quand il s'agit d'enfants, je cracherai du feu sur Tom Claire avant de signer pour aider sciemment des gens qui ont fait du mal à des enfants. Ayant participé à une déposition avec Tom Claire, je peux vous dire, le jeu, c'est de vous faire sortir de vos gonds. Et c'est facile avec moi car je m'emporte vite quand ça ne marchera probablement pas avec vous. C'est ça. Il me semble que vous avez beaucoup plus de sang-froid que moi. Mais je ne veux pas être méchant. Mais quand on pense à ce que Shakespeare a écrit sur les avocats, du genre « tuer tous les avocats », les gens trouvent ça un peu dur, non? De quoi parlez-vous? Il
Il avait Tom Claire en tête. Il est vraiment un discrédit pour la profession. Je peux le dire. Ou un honneur pour la profession, ou l'honneur. Si j'étais légitime. Les parrains de mes enfants sont avocats, de très bons. Mes colocs d'université, des types vraiment bien, géniaux, intègres, avec des femmes qui les respectent, des enfants qui les aiment, juste des hommes bien. Mais si j'étais avocat, l'un d'eux, et que Tom Claire sévissait, je me dirais, on doit radier ce type du barreau car il décrédibilise toute la profession. Ouais, je veux dire, c'est très intéressant. Je ne sais pas ce qui le guide à ce stade, mais c'est définitivement pas la bonté. Définitivement pas. Pense-t-il pouvoir gagner? Je sais que non. Leurs avocats m'ont déconseillé de les poursuivre en diffamation. Alors pourquoi êtes-vous là? Pour blanchir leur image, faire croire qu'ils n'ont rien fait quand vous savez qu'ils mentent. Quand votre client ment et que vous le représentez quand même. Encore une fois, je ne sais pas comment les gens posent leur tête sur l'oreiller le soir. Ce qui est intéressant avec moi, et il va se heurter à un mur, c'est que je n'ai rien à cacher, n'est-ce pas? Si j'avais quelque chose à cacher, vous l'auriez découvert l'année dernière, n'est-ce pas? Là où j'ai subi et physiquement ressenti comme une radiographie de la part de la presse alors qu'ils essayèrent de détruire tout ce que j'avais, tout ce qui m'était cher. C'était non-stop, interdite de séjour en Australie, exigeant l'annulation de mes conférences car je suis antisémite, virée aux yeux du monde entier. L'année dernière a été vraiment mémorable et tout ce qu'ils pouvaient trouver sur moi, ils ont écrit des articles dessus, m'ont calomnié et diffamé, l'idée étant de me tuer. C'était genre, vous savez, la laisser pour morte, where cette fille ne devrait plus avoir de carrière. Et j'y ai survécu. Et j'y ai survécu parce que j'avais la seule chose qu'il ne pouvait pas tout à fait tuer, qui est la vérité. De mon côté, j'ai dit la vérité, d'accord? Au final, mentir demande tellement plus d'énergie et de persévérance. Il faut mentir à plusieurs reprises. Il faut continuer à dire à la personne que les ombres sur le mur sont réelles. Genre, vous savez, et nous disons la vérité. On a besoin de la dire qu'une seule fois. Et elle reste en suspens dans l'air, résonne, et les gens sentent que c'est réel. Et donc, ils n'ont absolument pas réussi à me détruire ni à anéantir tout ce que j'ai bâti et pourquoi j'ai travaillé si durement et avec tant de conviction toute ma vie, avec leurs calomnies et leurs diffamations et des mensonges. Et alors, que nous reste-t-il? Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir me dire? Genre, qu'est-ce que vous me dites pendant une déposition? Ouais, je pense que c'est un homme et je pense que tout le monde autour d'eux est bien trop proche de la pédophilie. Et je pense, Tom Claire, que vous devriez avoir honte de vous et de toute personne qui lancerait une défense en sachant que des enfants ont été blessés dans le processus. Je pense, vous savez, vous feriez mieux d'espérer que le karma n'existe pas. Avez-vous déjà parlé à Macron par texto? Il envoie des textos à des gens que je connais, figurez-vous. J'aimerais qu'il m'envoie un texto. J'adorerais lui parler. Je le vois comme une victime, d'ailleurs. OK, vous êtes un enfant et votre professeur de théâtre ou n'importe qui, il vous drague et vous n'avez que 14 ans. Je ne sais pas ce que Macron a vécu, mais son passé est très bizarre aussi, un passé très bizarre. Beaucoup de zones d'ombre. Pour moi, il est comme un Zelensky, il est totalement impuissant. Quelqu'un dans l'ombre lui dit quoi faire. Le plus drôle avec Macron, c'est que la presse l'a vendu comme un savant, un esprit si brillant, tellement en avance sur son temps. Tout ça pour justifier cette relation si particulière et glauque. Ce fameux adolescent de 14 ans, soi-disant tellement en avance sur son temps. C'était déjà un homme à 14 ans. Il avait l'air d'un gamin de 6 ans. Je ne sais pas ce qu'on fait, c'est ça. C'est bizarre. Mais ce qui était drôle, c'est qu'ensuite, il commence à travailler pour la banque Rothschild. Et avant d'aller à la banque Rothschild, il est allé dans cette école. Je ne sais pas comment vous donner, genre, un équivalent américain. Disons simplement qu'en gros, il a fait son master. Et personne ne savait comment il était entré dans cette école. En fait, il a échoué 2 fois au concours d'entrée. Et puis, il entre dans l'école et il passe cet examen et il est diplômé. Je veux dire, il réussit avec brio en tête de sa promotion. La promotion s'est révoltée car il savait tous qu'il était bête. Il savait que c'était truqué pour Macron.
Ils ont donc annulé les résultats des examens cette année-là, une première dans l'histoire de l'école. Les étudiants trouvaient sa note impossible. La même chose s'est produite à la banque Rothschild, ont-ils dit. Et ça, c'est encore selon un livre du Wall Street Journal. Je n'utilise que des sources, grand public, que tous ceux qui ont travaillé avec lui ont dit que c'était un idiot fini. Il n'avait aucune idée de pourquoi il était dans cette banque, sauf que David Rothschild le protégeait. En gros, il était autorisé à être dans ces réunions. Il ne savait même pas ce que voulait dire EBITDA, mais il travaillait pour la banque Rothschild. Et ils ont dit qu'il était très clair que la main de Rothschild était sur lui. Et donc, ils se faisaient tous la remarque, genre, comment on peut travailler avec ce type qui est un idiot fini. Donc, même l'idée que Macron soit ce banquier sophistiqué et brillant qui était en avance sur son temps n'est tout simplement pas réelle, si l'on en croit les sources des médias grand public. Mais il y a même un livre du Wall Street Journal qui citait des collaborateurs le qualifiant d'idiot fini. Cela confirmait les dires de ses camarades d'école qui ont même dû annuler des examens à cause de ces résultats catastrophiques. C'est donc une image bien différente de celle du banquier brillant qu'on nous a vendu. Entre Macron et Justin Trudeau? Ils me font penser l'un à l'autre. On dirait qu'ils viennent du même moule, le forum de Davos. Bon, Macron est très clairement un homosexuel. Je pense que c'est une évidence. Des gens ont publiquement parlé d'avoir couché avec lui, des hommes. Il ne les a jamais poursuivis pour quoi que ce soit. Très bizarre. Vraiment? Oui, c'est ça. Quand il est devenu président, il y a eu j'ai un trou de mémoire sur son nom. Il s'est exprimé publiquement et a dit « Ce type est, méfiez-vous de Macron, il a des problèmes. » Genre, vous savez, il a dit qu'il avait participé à une partie fine avec lui. Macron ne l'a jamais contesté. Et comme il aime poursuivre en diffamation, ça aurait été une très bonne affaire à attaquer. Si un mec dit qu'il a couché avec vous et que vous avez des problèmes mentaux, c'est qu'il est presque masochiste à bien des égards. Mais si on regarde un peu le monde en ce moment, beaucoup de mecs du théâtre prennent le pouvoir. Vous savez, Zelensky était un acteur et un comédien et il a joué le rôle d'être le président et puis il est vraiment devenu le président. Macron, c'était un mec du théâtre. Et maintenant, tout d'un coup, il est le président de la France, comme s'il jouait un rôle. Je ne prends aucun de ces gens au sérieux, absolument aucun. Genre, vous êtes... En tant que personne. C'est votre prochain acte. Ouais, on vous dit de faire semblant d'être le président de la France et quelqu'un derrière vous dit quoi faire. Et on peut vraiment le dire. En tant qu'Américains, je pense qu'on peut tous être d'accord, qu'on soit de gauche ou de droite, que c'est une situation que nous connaissons bien après avoir eu Biden au pouvoir, parce que nous savons qu'on l'ait aimé ou détesté, qu'il n'avait plus toute sa tête. Et pourtant, le gouvernement a continué de fonctionner sans accroc. Et ça devrait vraiment vous terrifier. Qui était aux commandes? Exact. Alors qu'il était en plein déclin cognitif. C'est la même chose. Pour, je pense, tout le monde occidental, que ces gens n'ont pas le vrai contrôle et qu'il y a. Ils sont là pour tromper le public et lui faire croire que c'est une république et une démocratie et que vous avez votre mot à dire. Regardez, vous avez élu cette personne, mais quelqu'un d'autre tire manifestement les ficelles. C'est une observation fascinante qui ne m'était jamais venue à l'esprit, que les gosses du théâtre ont pris littéralement. Les vrais gosses du théâtre. De klant had last van waterinfiltratie op verschillende plaatsen. Vandaar dat het dak volledig werd vernieuwd. We hebben de afbraakwerken verzorgd en ook de nieuwe platen geproduceerd en uiteraard opnieuw geïnstalleerd. Wij snijden hier ook staal voor onze klanten en die productie moest helaas blijven doorgaan. En daar heeft Interloods ons heel goed bij geholpen. Dus we hebben heel goede planning kunnen afspreken. We hebben geen vertraging gehad op welke manier dan ook. Dus binnen een week of binnen 2 weken dan kunnen we het hier afronden en kunnen zij tevreden hun productie verder zetten. C'est juste... Voici votre prochain rôle, vous serez président. Donc, en parlant de théâtre, j'hésite à poser la question, mais puisque ça va soulever plein de trucs que je n'ai pas envie d'aborder, mais vous venez d'interviewer Nick Fuentes. Oui. Ou eu une conversation avec lui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous pensez de lui? Je peux vous raconter mon expérience. Elle a été entièrement frauduleuse avec lui, je m'en suis rendu compte. Je ne fais jamais d'interview piège. C'est toujours juste, il faisait la tournée, il est dans le circuit depuis un moment et son histoire, en quelque sorte, quand je l'ai apprise, parce qu'il était banni de partout. Donc, je ne connaissais pas vraiment l'histoire de Nick Fuentes, mais je l'ai apprise quand il a été réautorisé sur X et Jeremy Boring, qui était alors le PDG de Daily Wire, a fait ce live sur X avec lui. Et Jeremy Boring a fait un événement avec Nick Fuentes. Honnêtement, c'était bizarre. Tout était bizarre dans ce qui s'est passé, mais c'est arrivé.
Et Nick a raconté son histoire, j'écoutais et il a dit en gros qu'il s'est fait cancel parce qu'il a commencé à poser des questions sur Israël. Il avait 18 ans et il a prétendu que c'était, vous savez, en grande partie la faute du Daily Wire ou je ne sais quoi. Et j'ai trouvé ça très intéressant et je me suis dit, oh, je ne savais pas que c'était ça, l'histoire. Peut-être que c'est vraiment quelqu'un qui, juste avant tout le monde, remettait en question Israël et qui, genre, a tiré la mauvaise carte. Donc, je l'ai invité dans l'émission, je l'ai accueilli chez moi et il a été très gentil. On lui a dit qu'on allait monter, vous savez, une bande-annonce controversée. On va vous montrer ces extraits où vous dites du mal de moi et vous pourrez parler de ce que vous voulez aussi longtemps que vous voulez. Posez toutes les questions que vous voulez, posez-les. Ça s'est très bien passé. Il est parti. Il a dit « Merci, on peut maintenant être amis ». Et je ne plaisante pas, on a publié ça 11 jours plus tard et c'était, je ne sais même pas comment. Il s'est mis à hurler en me traitant de putain de SALOPE qu'il avait piégé. On n'a rien modifié pendant ces 11 jours. Genre 2 semaines avant de publier l'interview, on lui a dit qu'il pouvait ajouter ce qu'il voulait. Personne ne fait ça quand on est invité. Oui. Je ne sais sincèrement pas ce qui l'a déclenché, à part qu'à la fin, je lui ai posé des questions ou que je lui ai parlé de la famille. Et c'était juste la rage qui sortait de lui. C'était juste bizarre. Et je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Pourquoi ce revirement? J'étais là, vous auriez pu dire n'importe quoi après ça. Même s'il avait dit, honnêtement, je n'ai pas l'air bien, pourriez-vous le couper? On l'aurait probablement coupé parce que je veux toujours que les gens aient une bonne expérience. Je comprends tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez que les gens... Enfin, je vais parler pour moi. Quand j'invite quelqu'un, surtout pour entendre son point de vue, je veux qu'il puisse exprimer ce qu'il pense vraiment. Oui, c'est tout à fait ça. Et vous décidez de ce que vous pensez et vous décidez comment l'exprimer. Je veux dire, c'est un droit humain fondamental, en quelque sorte. Et donc, je ne suis pas là pour vous piéger et vous faire dire quelque chose que vous ne pensez pas. Je veux entendre ce que vous pensez. Oui, exactement. Et il a raconté l'histoire, il a fait tout ça, apparemment, ensuite. Je ne sais pas si c'était motivé par l'insécurité. Il ne savait pas comment ses followers allaient prendre l'interview. Mais il a juste fait un virage complet à 180 degrés, a menti à son public, a fait semblant d'être surpris que ce soit derrière un paywall. On lui avait parlé de ça et de comment on allait le diffuser. Il a dit, super. Je veux dire, c'est un retournement de situation total. Donc, je peux maintenant dire que je n'ai pas écouté les autres dire que Nick était une mauvaise personne. Son passé, honnêtement, m'était complètement indifférent. Je l'ai rencontré en personne et là, il s'est montré sous un certain jour, mais ensuite, il a fait son numéro habituel sur Internet et mon expérience personnelle avec Nick Fuentes m'a clairement montré qu'il est une personne absolument épouvantable. Parce que pourquoi feriez-vous ça? Il n'y a aucune raison de faire ça. Vous auriez pu revenir dans l'émission. Ça aurait pu être le début de discussion sur divers sujets. Je pense que, à bien des égards, ce qui lui est arrivé quand il avait 18 ans a peut-être freiné sa maturité. Ce qui veut dire qu'il réagit maintenant à Internet, qui est rempli de gens qui n'utilisent même pas leur vrai nom. C'est ça. Donc vraiment, l'ironie de tout ça, c'est que ça pourrait être des soldats de Tsahal qui prétendent être ses partisans, juste pour lui faire dire ce que vous voulez, parce qu'il fera tout ce que vous direz. C'était étrange, totalement étrange. Ça n'avait aucun sens. Est-ce qu'il a une famille ou une vie normale? Je lui ai demandé. Il a dit oui. Il a grandi avec ses 2 parents. Non. Est-ce qu'il a fondé sa propre famille? Non, il n'est pas marié. Et je lui ai juste suggéré. J'ai dit, ouais, non, je pense que ce sont des choses qu'on apprend quand on est marié. Et il a juste été odieux à ce sujet. Et vous savez... Quoi? Les femmes ne me disent pas ce que je dois faire ou un truc du genre, et c'était très théâtral. Comme je l'ai dit, j'ai dit la même chose à Andrew Tate des mois plus tôt, je l'ai reçu. J'ai dit, vous devriez vous marier, voici pourquoi. Et Andrew Tate n'a pas réagi comme ça, il m'a dit ses réticences sur le mariage, c'était juste un échange normal en direct, mais pour une raison quelconque, c'était comme s'il voyait ça comme une attaque, même si intéressant. Ouais, c'était bizarre. Intéressant. Totalement bizarre. C'est un point sensible. Bon, d'accord. Est-ce que ça vous est venu à l'esprit que... Et je veux juste dire, je n'ai pas beaucoup regardé Nick Fuentes dans ma vie, du tout. Mais de ce que j'ai vu, le gars est très talentueux, juste en tant que... Bon, laissez-moi juste dire ça. En tant que personne qui a parlé à des caméras toute sa vie, c'est très difficile de s'asseoir et genre d'improviser pendant 20 minutes. Et c'est une compétence incroyable. Et il l'a. Mais j'ai aussi remarqué que ses cibles sont en fait toutes des personnes sincères, non délirantes, non haineuses, opposantes à la politique néocon. C'est ça. Donc, on est en droit de se poser la question, et c'est une question légitime. Nick Fuentes dit « Oh, je n'aime pas les néocons ». Mais ses cibles sont J.D. Vance, Joe Kent. Il s'est impliqué dans sa campagne. Je ne savais pas ça. Aussi, vous, moi, et c'est genre
Qu'est-ce que c'est que ça? Dave Smith. Dave Smith? Je lui ai posé la Ouais. question parce que c'est une question que j'avais. Je l'ai interpellé directement. Quel est le problème? Pourquoi attaquer Dave Smith? Votre plus grande critique, c'est qu'Israël contrôle l'Amérique. Et puis, vous avez Dave Smith qui a été une voix si sensée. Et d'ailleurs, expérience opposée avec Dave Smith, je l'ai eu sur mon podcast. C'est un être humain fantastique. Dave Smith est l'une des personnes les plus gentilles qui soit. Un être humain fantastique. Je juge les gens en fonction de mes expériences avec eux. Nick est jugé en fonction de mon expérience avec lui. Mais genre, qu'est-ce que c'est que Je ne ça? Love your back. Kabaya. D'où vient le financement? J'ai eu je ne devrais même pas le dire, mais je ne le connais que parce qu'on m'a envoyé une vidéo il y a des années où il m'attaquait. Et en la voyant, je me suis dit, d'abord, ce gamin est vraiment talentueux, sérieusement. Et je peux l'évaluer juste pour avoir fait ce métier si longtemps. Donc je me suis dit, waouh, beaucoup de talent, un talent inné. Et il attaque mon père comme étant de la CIA. Son père est à la CIA ou je ne sais quoi, et je me dis, eh bien, c'est pas faux. Puis mon père décède, et j'apprends en fait que oui. Vous savez, il était impliqué dans ce monde. J'étais complètement choqué par ça. Donc, personne n'est obligé de me croire, mais c'est juste un fait. C'était en mars de cette année. Je me dis, mais pourquoi? Comment diable ce gamin de Chicago peut-il savoir ça? Mon père est mort à 84 ans. Qui est ce type? Il sait qui est mon père? Il est dans le renseignement. Comment saurait-il ça? Et Attendez, c'était ça sa critique? Je l'ai pas vu. Ouais. On m'a envoyé la vidéo, ça disait « On ne peut rien croire de Carlson, son père était à la CIA, il est un agent de la CIA, travaillant pour la CIA. » Je pense que c'est assez évident et je ressens vraiment de la colère envers la CIA. Et je pense que ça se voit assez régulièrement à l'antenne. Et donc l'idée que je travaille pour la CIA, c'est juste délirant. Il a carrément dit que j'étais financé par la Russie et il n'arrête pas de le clamer depuis cette fameuse interview. Mais vous seriez bien plus susceptible de prendre de l'argent russe que moi de travailler pour la CIA parce que vous ne prendriez jamais d'argent russe. Vous n'êtes pas russe. Mais je déteste vraiment la CIA et c'est très offensant pour moi. Mais pourquoi vous? C'est très personnel pour vous. Un peu. Et de toute façon, qui est ce gamin, ce type? Exactement. Et peut-être que c'est juste un hasard si ce type s'en prend exclusivement à des gens qui sont dans à peu près le même. Et puis, il arrive et il fait, vous savez, des blagues sur l'Holocauste. Et c'est genre, est-ce possible que c'est comme David Duke? David Duke. Chaque fois que j'avais une nouvelle émission, David Duke apportait son soutien. Je ne sais pas. C'est qui ce David Duke? Eh bien, David Duke fait manifestement partie d'une campagne pour discréditer les gens de droite, évidemment. Je pense qu'il est évident que Nick Fuentes, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est faux. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas talentueux. Il est énormément talentueux. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Je ne l'attaque pas personnellement, mais il fait clairement partie d'une campagne pour discréditer les voix sensées. De droite, oui, c'est une évidence pour moi. Je suis dans le métier depuis de très nombreuses années. Je sais le reconnaître. Ouais, et je dirais que je ne comprends pas. On a été très gentils avec lui. Genre vraiment, on s'est presque dit, genre on a senti qu'il était peut-être un peu seul. On devrait le réinviter à dîner. Je veux dire, c'est à ce point que mon expérience a été bonne. Clairement, c'est Et triste. puis, un virage à 180 degrés, soit c'est l'insécurité d'un petit garçon tellement inquiet qu'il a attaqué, ne sachant plus comment interagir depuis qu'il est banni de partout. C'est une sorte de... Ça pourrait être un élément. le truc du gamin gay en colère. Ouais, ou c'est tout à fait ça, la manière dont il agit. Il ment à tous, prétendant que les choses sont d'une certaine manière, alors que ce n'est pas le cas. Je peux dire qu'il a menti. Pourquoi s'en prend-il à Joe Kent, Joe Kent a travaillé comme sous-traitant paramilitaire pour la CIA. Il a servi des années dans l'armée, dans nos guerres néoconservatrices. Sa femme est morte en Syrie, victime de ces guerres. Joe Kent est le critique le plus franc et crédible de cette politique étrangère qu'il juge erronée et destructrice. Elle a tué ma femme. J'en ai fait partie. Joe Kent est en fait quelqu'un que la CIA n'aime pas du tout parce qu'il comprend comment elle fonctionne. Et que Nick Fuentes, qui est un gamin de Chicago, s'en prenne à lui et qu'il cherche à lui ravir un siège au Congrès dans l'État de Washington, là-bas. Improbable. Ce n'est pas un hasard, bien au contraire, c'est l'opposé. Joe Kent était clairement prioritaire sur leur liste d'élimination, une cible à abattre. Les néocons de la politique étrangère voulaient absolument se débarrasser de Joe Kent, parce qu'il détenait la vérité. J'ai les preuves, ma femme a été tuée en Syrie. Il fallait éliminer ce type. Et Nick Fuentes, cet enfant, ce petit gamin gay bizarre dans sa cave à Chicago, participe à un super PAC pour faire tomber Joe Kent. Genre, j'ai vu ça toute ma vie. Je sais ce que c'est juste un effort organisé.
Et il a aussi fait le truc que David Duke a toujours fait, y compris avec moi, c'est-à-dire faire genre « Oh, oui, c'est mon ami !» Et tout le monde se dit « Oh, Tucker Carlson a été soutenu par David Duke. » J'ai défendu l'argument antiraciste toute ma vie. Genre, je ne suis pas pour David Duke. C'est ça. Est-ce que je pense que David Duke a raison quand il est contre la discrimination positive? Et comment? Je ne suis pas pour David Duke, mais lui essayait de discréditer les gens en les prenant dans ses bras, et c'est exactement ce que Fuentes a fait. Il sort, il rencontre tous ces gens, il se pointe. « Salut, je suis Nick Fuentes. Photo ensemble? C'est une campagne visant à détruire les voix crédibles de la droite. » Et Fuentes en fait partie. Et je sais que je m'attire des ennuis sans fin en disant ça parce que, vous savez, c'est un gamin qui a beaucoup de temps libre. Mais c'est juste un fait. Et je l'ai vu souvent et vous pouvez me croire ou non, mais je sais de quoi je parle. Je peux vraiment confirmer sa malhonnêteté. Tu l'utilises comme ton genre. Je ne comprenais pas ses motivations et j'ai dit, vous savez quoi, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Je vous ai donné une vraie chance et vous êtes un être humain fondamentalement malhonnête. Vous savez, il n'y avait aucune raison de le faire. S'il n'avait pas hurlé pendant l'émission, ses partisans se seraient dit, c'était une conversation intéressante avec des points d'accord et de désaccord. C'était tout. Intéressant qu'il en soit arrivé là. Il ne veut pas l'être. Et je peux vous dire qu'il ne veut être nulle part ailleurs que là où il est. Il ne veut pas avoir de relation normale. Et c'est le cas. J'ai eu l'impression, et je le lui ai dit, qu'il répondait en quelque sorte à des ordres venus d'ailleurs parce que « Pourquoi m'attaquez-vous? Qui sont ceux qui financent Pourquoi attaquez-vous tout ça? Dave Smith? Quel est le souci avec lui? » Il n'a pas su répondre. Exactement. Il n'a pas su répondre. Il a juste, Le plus faux de ma vie. Je lui demande « Pourquoi détestez-vous Dave Smith plus que Joe Rogan? » Il répond « Dave Smith est ce genre de juif. » Je réponds « D'accord, soit vous êtes vraiment aussi immature et vous n'avez pas approfondi vos idées, soit vous attaquez simplement les gens et leur faites croire que ces attaques sont légitimes alors qu'elles ne le sont pas. » Et honnêtement, c'était si gentil avec lui que je me suis juste dit « Ouais, d'accord. » Il attaque Dave Smith parce que Dave Smith est efficace. C'est tout simplement incroyable. Il est très efficace. Il est intelligent. C'est une bonne personne. Pas de haine chez Dave Smith. On le sentirait sinon. Il n'y en a pas. Et il est crédible, il a des connaissances, et c'est un merveilleux débatteur. Et encore une fois, quelqu'un de vraiment bien. Donc il faut éliminer Dave Smith. Il faut éliminer Joe Kent. Ce sont des gens bien. Il faut éliminer J.D. Vance. Il visait J.D. Vance. Donc si vous êtes contre, genre, plus de guerres inutiles au nom de puissances étrangères, genre, vous n'allez probablement pas attaquer J.D. Vance. Et Vance était exactement la personne qui l'attaquait. Donc ça. Et ce qui est triste, c'est que, et je sais que personne qui le regarde ne me croira parce qu'ils sont désespérés, parce qu'ils sont les victimes d'un système qui les déteste. Ce sont de jeunes hommes blancs exclus de notre économie, attaqués impitoyablement, à qui on donne des stupéfiants pour mourir. Ce sont les vraies victimes, désespérées. Personne ne les défend. Alors ils se tournent vers Fuentes, car il est très éloquent et ils le voient comme leur leader. Mais dans l'une des plus tristes ironies qui soit, genre, il agit contre vos intérêts. En fait, c'est vraiment sombre. Ouais, je ne le crois pas. Je ne pense plus qu'il croit ce qu'il dit, et je peux le dire, comme pour tout le truc. Ouais, je dis juste que je suis raciste. Je sais qu'en partie, il dit des choses pour divertir, et c'est OK, une part est divertissante. Mais vous avez participé à un podcast, pris l'avion pour un podcast avec une femme noire. Je ne pense pas que vous soyez raciste, ni vos idées sur les femmes. C'est que les femmes se taisent. Pourquoi ce podcast? Pourquoi dites-vous que vous voulez que les gens vous invitent dans leur podcast? Donc, il y a un fossé entre ce qu'il dit et comment il agit. Et pour moi, ça mérite juste d'être ignoré. Point final. Soyez authentique, vous-même. Genre, sincèrement, j'aime assez bien Taylor Lorenz parce que je sais qu'elle croit vraiment ce qu'elle dit. Vous voyez ce que je veux dire? Au moins, elle est authentique. Et ça fait 5 ans qu'elle porte un masque. Totalement d'accord. C'est réel pour elle. Le COVID est réel pour elle. Ce n'est pas un spectacle. Elle ne l'est pas. Ce n'est pas CNN ni Jake Tapper. Et ça, je le respecte. Je l'aime même plutôt bien. C'est bizarre parce que je sais qu'elle est authentique et nous ne serions sincèrement jamais d'accord. On serait toujours en désaccord, mais on reconnaîtrait que tu crois vraiment à ça et que tu portes encore 2 masques en 2025. Tellement d'accord. Ouais, je l'aime bien car c'est réel. C'est tout ce qu'il me faut pour apprécier quelqu'un, savoir que vous croyez vos dires. Mais je n'ai pas de problème avec Taylor Lorenz. Oh, c'est parfait. C'est une bonne. Je suis tombé sur elle à l'étranger. Je faisais un discours quelque part dans un pays étranger, je crois que c'était au Moyen-Orient, mais bref, elle s'approche de moi au discours et elle porte un masque. Je n'ai aucune idée de qui est cette personne, mais je regarde ses yeux, ils partent un peu dans tous les sens, ils sont super intenses. Elle me dit « Salut, c'est Taylor, je ne la connais pas, jamais vue. » Et j'ai fait « Oh, Taylor Lorenz » et elle fait « Ouais. »
La seule chose que j'en ai retirée, c'est que l'intensité est réelle. Ouais, c'est réel. Donc, c'est comment ne pas l'apprécier. Ceux que je ne supporte pas, là, ce sont les Jake Tapper qui affichent des opinions qu'ils n'ont pas. Ce n'est pas leur vie. Ce ne sont pas leurs vraies positions. Ils le disent pour un chèque. Taylor Lorenz. Non, ce n'est pas pour un chèque, d'accord? Ça s'arrête au fait de porter 5 ans qu'elle porte un masque. C'est incroyable, non? C'est réel pour Taylor Lorenz. Et donc, je l'aime bien. C'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Je soutiens pleinement Taylor Lorenz. Je pense que c'est une excellente façon de Soyez juste juger. authentique. Vraiment, vraiment. Dire la vérité, même en se trompant. Faire de son mieux, ça compte. Alors, comment faites-vous? Vous avez dit que l'année dernière était juste un tsunami d'attaques contre vous, pas seulement sur vos opinions. Et leur exactitude, ce qui, je pense, est, vous savez, légitime de critiquer tout ce que l'un de nous dit sur la base de sa véracité. Mais sur votre personne. Elles étaient, très intenses. Ils ont attaqué votre famille. Je n'irai pas plus loin, mais vous savez de quoi je parle. Je veux dire, ils s'en sont vraiment pris à vous, vos opposants. Comment cela vous a affecté? C'était l'une des choses les plus étranges où cela nous a vraiment renforcés d'une certaine manière. Je pense qu'il faut s'approcher de très, très près du diable, vous savez, le voir vraiment à l'œuvre, dans toute sa réalité, dans toute sa véritable nature. Et c'est là qu'on se dit, d'accord, on est en train de faire ça, on a une mission et on doit la mener à bien. Pas de réflexion car on ne fait que se battre. Quand je pense à l'année dernière, c'était juste... On se battait constamment et nous étions très concentrés et déterminés dans ces combats. Et Pas l'un contre l'autre. non, mon mari et moi, on était juste, on a vraiment, je veux dire, non pas qu'on n'ait jamais été plus unis. On a toujours été unis, mais ce qu'on a traversé l'année dernière, c'était juste, on peut tout surmonter, vous savez. Comment garder? Il était très calme. Et je pense vraiment que j'attribue ça à sa foi. J'attribue ça. Vous savez, mon mari est un leader spirituel avant tout. Et je pense que s'il avait montré la moindre incertitude, même un instant, je me serais effondrée. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Mais il était tout à fait juste. C'était incroyable. Je ne sais pas comment il fait. Je lui ai fait la réflexion. De toute évidence, on y a survécu. On en est sorti plus fort. Je regarde en arrière et je me dis, mourrais-tu de l'intérieur? Est-ce que tu allais pleurer dans un placard, tu sais, dans mon dos? Parce que je ne sais pas comment Georges a fait. Je ne sais vraiment pas comment il a fait, mais il était juste ultra concentré. Pas de drame ni de saga. C'est, l'Australie nous a bannis. Il fait juste, d'accord, voilà la personne au téléphone, l'avocat, on va y aller. Et nous sommes en ce moment même devant la Cour suprême d'Australie. L'affaire s'appelle Candace Owens contre le Commonwealth d'Australie, une bataille juridique majeure. C'est faux. Contre la France, contre l'Australie, il fait, voilà ce qu'on va faire. Donc, c'était une de ces choses où quand on subit ce genre d'attaque, soit ça vous brise, soit ça vous renforce. Et ça nous a renforcés. Et je ne pensais pas qu'on avait besoin d'être renforcés. Et donc maintenant, je suis si reconnaissante pour l'année dernière parce qu'il y a eu cette clarté divine qui est entrée dans nos vies. Qui sont nos vrais amis, n'est-ce pas? Qui sont nos vrais amis. Et ces autres personnes, comment avons-nous pu penser qu'ils étaient nos amis? Comme le fait d'attendre de voir qui va prendre la parole et dire que c'est mal. Genre, le test décisif numéro 1, c'est, n'oublions pas, avant même d'en arriver au livre que j'ai lu et à ce que je pense maintenant, tout ce que j'ai dit, c'est Christ est roi. D'accord? C'était genre, c'est antisémite, c'est complexe, c'est ceci, c'est cela. Et il y avait des gens avec qui je me serais dit, j'ai toujours été amie, qui faisaient des vidéos pour légitimer ça. Elle ne l'a dit à personne, mais ça pouvait être sous-entendu. C'est pourquoi il ne faut pas dire Christ est roi. Et on regarde autour de nous en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je pense qu'à ce moment-là... C'est l'une des polémiques les plus folles que j'ai jamais vues. Cette polémique... Donc, il y avait des gens de la soi-disant droite qui vous ont attaqué pour avoir dit Christ est roi. Bien sûr qu'il y en avait. Et l'une de ces personnes était, et j'en ai parlé très ouvertement parce que c'est une si mauvaise personne, Seth Dillon. Et ce qui fait de lui une si mauvaise personne, c'est que je l'ai vraiment défendu quand ça comptait. Moi aussi. Quand ça comptait vraiment et genre il pensait qu'il allait tout perdre. Et je l'ai fait en privé, vous savez, sans fanfare, juste parce que je voulais que la bonne chose soit faite pour lui. Et à un moment où, s'il m'avait juste offert son silence, ça aurait été de l'amitié à ce moment-là. Le monde entier s'en prend à moi. Je viens de perdre mon travail. Je suis en tendance partout. Si tu avais juste été silencieux et n'avais rien dit sur Christ et roi, je me serais dit, c'était bien, merci de ne pas t'être joint au cœur. Non, il a ajouté sa voix au cœur, vous savez, et ensuite en privé, il essayait de m'envoyer un message pour me dire, eh bien, et c'était ça leur grande idée. Ils attribuaient ça à Nick Fuentes, et aucune idée que Nick Fuentes scandait Christ et roi. Et d'ailleurs, s'il le fait, Christ et roi, c'est bien, c'est une bonne chose. Genre, je veux que tout le monde scande Christ et roi. C'est genre fondamental, comme le christianisme. Ouais, exactement. Peu importe si Nick Fuentes dit que Jésus est roi, il l'est.
Et donc, il me disait en quelque sorte que je devrais faire une déclaration nuancée sur Christ est roi. Et Il vous a dit ça? c'est ce qui en est ressorti. Je lui ai dit, je vais publier. Parce que quand il l'a nié publiquement, j'ai dit, laissez-moi publier les SMS. Et là, il a fait silence radio parce que je ne mens pas. D'accord? Je ne mens pas. Et il voulait que je fasse une déclaration contre les Groypers. Donc, mon monde entier s'écroule et Seth Dillon me dit, voilà ce que tu peux faire pour moi si tu veux une bouée de sauvetage. Vous savez, je veux dire, c'est juste Twitter contre les Groypers. Et j'ai juste répondu, sérieusement, Seth, va te faire... Tu sais, quand ta famille traversait quelque chose et que je t'ai défendu et que j'avais rien à y gagner, tout à y perdre. Et toi, tu t'énerves à propos de compte de grenouilles au hasard sur Internet et tu ajoutes ta voix à ce cœur de choses qui sont dites contre moi. Incroyable. C'est un traître. Il est fourbe. C'est le Judas à votre table. Il partagera le pain avec vous, viendra chez vous et ne ressentira rien en vous poignardant dans le dos. Oui. Et donc avec. Mais j'étais juste en avance. Maintenant, tout le monde le voit parce que maintenant que lui et Joel Berry ont été tellement délirants dans leurs commentaires pro-Israël, genre ils applaudissent littéralement. Je pense sincèrement que ces gens sourient quand des enfants palestiniens meurent. Mais je l'ai vu très tôt, sa personnalité. J'ai vu sa personnalité très tôt, quand tout ce qu'on lui demandait pour être un ami, c'était de se taire. Il n'a pas pu s'en empêcher. Il en a ajouté. J'ai eu exactement la même expérience. Exactement la même expérience avec lui. Je l'ai invité 2 fois à la demande d'autres personnes. Je l'ai emmené dîner chez moi. Et je me suis dit que c'était un peu bizarre. Et je soutenais totalement le Babylon Bee. J'adore l'idée. Je ne le lis pas. Mais je veux quelque chose comme ça. Et je pense que les gens qui y travaillent sont probablement très sympas. Non. Mais je me souviens avoir pensé et même dit à l'un de mes producteurs, franchement, pour un type qui gère un site humoristique, il n'est pas drôle du tout et il ne semble avoir aucun intérêt pour l'humour. Non pas que je sois un comédien, mais j'aime les choses drôles. Je suis un type superficiel, j'ai trouvé ça bizarre, et je n'ai pas aimé son attitude. Cependant, je l'ai fait 2 fois. Puis, j'ai invité Daryl Cooper le dernier jour d'août de l'année dernière. Je ne pensais pas du tout que c'était controversé. Non, et Daryl Cooper est genre, même pas de droite. Daryl Cooper est un type vraiment sympa. Et c'est un négationniste, ce qu'il n'est pas. C'est faux. Ou du moins, il ne l'a pas fait dans mon émission. Il ne l'a jamais fait en conversation, peu importe. C'est devenu cette controverse fabriquée. Et un de mes producteurs me dit, Seth Dillon t'attaque. J'ai répondu, je ne pense pas. J'ai vraiment aidé ce type 2 fois. Et parce que son site était banni ou autre, j'envoie un texto à Seth Dillon. Tu m'attaques vraiment, c'est sérieux? Il commence alors à me faire la morale très condescendante et bien sûr, j'ai mordu à l'hameçon, puis il a publié une partie des textos. Oh, il fait ça. Bon, à savoir, il publie. Je me trompe peut-être, mais il est venu me voir à un événement. Je faisais campagne pour Donald Trump et il était là. Il était très excité d'être là et il s'approche de moi. J'étais avec un groupe de personnes, y compris Marjorie Taylor Greene. Il s'approche et me dit « Tu devrais me pardonner. Tu es chrétien. Tu te dis chrétien. » Et je devrais lui pardonner. C'est une exigence de ma foi chrétienne. Mais je n'ai tout simplement pas pu car de toutes les personnes que j'ai côtoyées, j'ai rencontré Kim Jong une fois. Je ne lui en veux pas autant qu'à Seth Dillon parce que simplement, la trahison, l'arrogance, la stupidité et la cruauté de la chose, je ne pouvais tout simplement pas. Oh, il a baissé le masque. Il a envoyé une capture d'écran par accident. Ils n'ont rien vu. James Lindsay, il l'a envoyé à James Lindsay. Qui est James Lindsay? Je ne sais pas du tout qui c'est, mais je sais. Mais il est toujours sur Twitter dans la même mare de gens qui ne cessent de, je ne sais pas, genre, applaudir la mort des Palestiniens. Et il agit. James Lindsay n'a pas réalisé que ça venait du compte de Seth Dillon. Clairement, Seth Dillon le lui avait texté. Puis James Lindsay a dit quelque chose sur ce que c'était. Et c'était incroyable. C'était un moment où le masque est tombé, où c'est genre, ouais, vous êtes tous dans une discussion de groupe et vous partagez des infos sur les gens à attaquer et tu te présentais comme le type drôle et sympa et tu es tout sauf ça, tu sais, tu es plutôt sinistre. Et c'est ça. On s'est tous un peu fait avoir parce que je suis juste le type qui fait de la satire. Non, tu es un individu totalement dérangé et en colère qui pourrait littéralement partager un repas avec n'importe qui et le poignarder dans le dos. Et donc pour moi, comme je l'ai dit, je ne crains rien. J'étais là, vraiment, la lumière du jour, je survivrai à la lumière du jour. J'ai toujours traité les gens avec gentillesse et j'ai toujours travaillé très dur. Je dis la vérité. Donc, il n'y a rien que Seth Dillon puisse révéler sur moi qui va me blesser ou me faire passer pour une mauvaise personne. C'est lui le méchant. C'était ce genre d'individu. L'année dernière, quand on traversait ça, où je me disais, est-ce que je me trompe en me souvenant qu'on a, genre, tout risqué pour l'aider et qu'il ne pouvait pas juste nous offrir son silence pendant quelques semaines, genre juste ne pas se joindre au cœur. Je ne te demande pas de me défendre, je te demande de ne pas te joindre au cœur des gens. C'est étrange de réaliser que Taylor Lorenz est un peu dérangée. Ses opinions me sont répugnantes. Oh, je me suis moqué d'elle pour gagner ma vie. J'ai été payé pour me moquer de Taylor Lorenz, je l'admets, mais
Quand tu réalises qu'elle est en fait une personne bien plus sincère et respectable que le type qui dirige le Babylon Bee, alors tu te dis, ouais, Qu'est-ce qui se passe? Elle est sincère. Je ne suis pas d'accord avec elle. Mais elle est plus sincère. Elle ne fait pas semblant de ne pas avoir peur du COVID. Elle en a peur. Vous voyez? Au moins, elle a tort, mais elle est sincère. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Il y a eu ce moment où ça devait arriver. Il y a eu cette purge naturelle où on a pu voir les gens pour ce qu'ils étaient vraiment. Et beaucoup de gens n'ont pas survécu à l'année dernière. Ces gens importants qui attaquaient ont été démasqués et leur véritable visage a été révélé. Maintenant, les gens se disent, c'était quoi ça? On ne peut pas réussir en attaquant les autres, n'est-ce pas? Tu ne peux pas marcher sur la tête de quelqu'un qui se noie et penser que les gens ne vont pas réaliser ce que tu as fait. Parce que comme on l'a dit plus tôt, au final, tu n'es pas en guerre contre Candace Owens. Tu es en guerre contre la vérité. Et je ne voudrais pas être du côté des mensonges quand tu es. Quand tu es en guerre contre la vérité, d'accord, j'ai dit la vérité. J'ai dit Christ est roi. Que vous savez, quand j'ai même parlé de Brigitte, peu importe ce pourquoi vous m'attaquez, finalement, la vérité triomphera. Et vous continuez de miser sur les mensonges. Et donc, je suis très heureuse que l'année dernière ait eu lieu. J'ai été très heureuse de supprimer ces personnes de mes contacts. Ce fut une année de clarification pour laquelle je ne peux que regarder en arrière et remercier Dieu. Il faut remercier Dieu pour la lucidité. L'interview la moins attendue, la plus surprenante et même étrangement ravissante, c'était celle d'Harvey Weinstein. Comment ça s'est fait? L'idée derrière? L'histoire derrière ça, en fait, c'est quelqu'un dans l'entourage d'Harvey qui m'a contacté quand j'étais au Daily Wire et m'a dit « J'aimerais vraiment que tu parles à Harvey au téléphone. J'adorerais que tu, envisages de t'asseoir et de l'interviewer, de faire tout ça. » Et vous savez, à l'époque, je pensais qu'il était coupable comme tout le monde parce qu'il y avait tellement de femmes. Et je me disais « Waouh, il doit être vraiment désespéré pour vouloir, me contacter. Il est de gauche, mais je le ferai. » D'accord. Je l'ai eu au téléphone en prison et j'ai été surprise qu'il... Clairement, cet ami mentait et lui, Oprah, mon nom circulait pour l'interview et il m'a dit « Pourquoi diable vous donnerais-je cette interview ?» Il était très, très puissant et lui, je le décris toujours comme ça, Harvey, il a un grognement en lui. Il est toujours très puissant. Et il m'a fustigé et a dit « Je soutiens l'ADL » et il a parlé de Kanye et de mon soutien à Trump. Il partait dans tous les sens, toujours un gauchiste, même en prison, et j'étais assez stupéfaite par ça. Il vous a fait la morale sur l'ADL depuis la prison? Depuis la prison. C'était incroyable. Mon autobiographie sera incroyable si jamais je prends le temps d'en écrire une. Je me dis, quel moment, Harvey Weinstein me sermonne et il est en prison. Et puis j'ai réalisé à ce moment-là que je passais une sorte d'audition pour l'un de ses films et que je devais en quelque sorte me vendre, expliquer pourquoi je le ferais. Je voulais faire l'interview. Et puis j'ai trouvé ça tellement étrange. Et puis j'ai raccroché et j'ai examiné l'affaire parce que cette personne m'a ensuite envoyé les documents et j'étais juste choquée. Je n'ai jamais vu une condamnation plus folle de toute ma vie. Il a littéralement été condamné parce que des gens pleuraient. Même face à des preuves accablantes. Je veux dire, un cas, son argument est « je n'étais même pas là, je n'étais même pas là ». Ce n'est même pas comme s'il disait « je connais cette femme ». Il dit « je n'étais pas, je ne descends même pas dans cet hôtel et je ne connais pas cette femme ». Et le juge ne l'a pas autorisé, en parlant de la corruption des tribunaux, à réclamer ses relevés téléphoniques pour voir si elle était même là. C'était là et c'est la personne qui lui a valu, je ne sais plus, 15 ans à Los Angeles. Les affaires sont incroyables. Vous avez été violée par lui sur une période de 10 ans. Aidez-moi à comprendre ça. Et aucune de ces femmes n'est jeune, d'ailleurs. Parce que là, je me dis, peut-être qu'il y avait un argument. Elles avaient 17 ans et il les a manipulées. Ces femmes avaient 30 ans. On sait ce que c'est. C'est une relation sugar baby, une relation traditionnelle. C'est toujours ainsi à Hollywood. Les jeunes filles veulent carrière, couchent avec réalisateurs, consentantes. Et je pense que dans le cas d'Harvey Weinstein, parce qu'il tenait vraiment beaucoup à ses films, elles ont supposé qu'il allait leur donner ses rôles et il ne l'a pas fait. Il était juste du genre, ouais, je suis Harvey Weinstein. Ces filles se jetaient sur lui en pensant qu'il y aurait un échange, mais il n'y en a tout simplement pas eu. Et puis tu regardes ta vie, tu as 50 ans et tu as couché avec Harvey Weinstein, pas le sosie de Brad Pitt le plus sexy. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai eu en échange? Et puis tu vois ce mouvement qui prend de l'ampleur. Me too. Et soudain, vous savez, il avait le pouvoir et alors, je lui ai envoyé quelques emails disant « Je t'aime » après qu'il m'ait violé. Ce qu'elles ont fait, parce que c'est ce que... Vraiment? Ouais, je t'aime, tu me manques. Mais constamment dans les emails, quand on les lit, car il y en a une pléthore, c'est toujours elle qui essaie de dire « Hey, j'ai entendu dire qu'il y a une audition bientôt. J'adorerais passer l'audition ou je vais, peux-tu me trouver des billets? » C'est ce que c'est. C'était votre traditionnel le plus vieux métier du monde. C'est ce que je dirais. Vous savez, le plus vieux métier du monde. Et alors, d'accord, pour une nazie antisémite endurcie comme vous, je suis nulle à ça. Vous défendez
le défenseur de l'ADL, Harvey Weinstein. Genre, quoi? Comment? Pourquoi? Beaucoup de gens regardent ça. Je dois dire que je soutiens ça. Blague à part, je soutiens ça uniquement parce que la justice est importante. Je connais Harvey Weinstein. C'est un porc, comme vous le savez. Ça ne veut pas dire que c'est un criminel. Oh, ouais. Et je pense juste qu'il est important de condamner les gens quand ils violent la loi et de ne pas les condamner quand ils ne la violent pas. Et la vérité est la chose la plus importante. Donc, je soutiens ça. Mais de toutes les histoires, qu'est-ce qui vous a attiré vers celle-là? Eh bien, parce qu'il a été le début du mouvement MeToo. Et j'ai un problème avec le mouvement MeToo depuis le jour où il est devenu une tendance sur Twitter. Je veux dire, vous pouvez vérifier, à gauche comme à droite. Les gens avaient peur de dire quoi que ce soit sur le mouvement MeToo quand il a commencé, parce que ça parlait de viol. Et les gens sont instantanément mal à l'aise. Et à gauche comme à droite, les gens étaient juste réticents à dire « Oh, mais ne faut-il pas, genre, un minimum de rigueur ici ?» Et les gens perdaient leur emploi à gauche et à droite sur la base d'une allégation parce que c'était un hashtag en tendance. Hashtag MeToo. Et tout de suite, quand ça a commencé à être en tendance, c'était un lynchage. Ouais, j'ai dit quelque chose contre et j'ai failli être cancel. Genre, je n'oublierai jamais ça, Charlie Kirk. On a dû se réunir avec les RP. J'étais à Turning Point. Des filles de Turning Point démissionnaient en pleurant, disant « Comment ne peut-elle pas soutenir MeToo? Moi, j'ai été agressée sexuellement. » C'était totalement... Et bravo à Charlie Kirk. Il a tenu bon, car, comme je l'ai dit, si vous vous en tenez à la vérité, les gens finissent donc par vous rattraper et réaliser que quelque chose ne va pas avec ce mouvement. Mais Harvey, tout le monde s'accordait à dire qu'il était forcément coupable de quelque chose. Il y avait tellement de femmes qui se manifestèrent pour témoigner. Son style personnel était si il mangeait la bouche ouverte, fumait dans l'ascenseur. Je l'ai vu le faire. Et donc, je pense, parce qu'il est juste ce type grossier, autoritaire, vulgaire, ce qui n'est pas un crime. Ouais, on a juste envie de le voir tomber. Alors, il a dû le faire. Exact. Et genre, allez-vous vraiment prendre le parti d'Harvey Weinstein? C'est le méchant du moment. Je pensais faire une interview où j'allais le pousser dans ses retranchements, chercher la vérité. Quand j'ai regardé ses affaires, j'étais choquée. 90 femmes l'ont accusé, mais au final, cela s'est réduit à seulement 3 affaires. Dans les 2 affaires de New York pour lesquelles il a pris 26 ans, franchement, quand on lit les emails, c'est dingue. On ne peut tout simplement pas finir de lire les emails de Jessica Mann. Et Evgenia, j'ai un trou sur son nom de famille et se dire « Qu'est-ce qui s'est passé là? Genre, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous l'avez condamné pour viol sur la seule base de ses emails. Pourquoi ensuite, Encourageur, quelqu'un a-t-il déjà... Jessica Mann était la première à avoir fait ça, ou contacter son violeur après et lui dire « Je suis en ville avec ma mère. On peut passer? Voudriez-vous rencontrer ma mère? » Parce que... Sérieux? Sérieusement, c'est l'un des emails après le viol. Vous savez, j'ai du mal à croire que ce soit un viol. Je n'y crois pas une seconde. Heureusement que je n'ai pas eu à faire partie de ce jury. Je pense que c'est une injustice énorme envers 2 groupes de personnes. Premièrement, les femmes, c'est ça. Celles qui sont réellement violées. Parce que si maintenant on dit que tout ça c'est du viol, alors les gens ne seront plus enclins à croire les femmes qui sont réellement violées. Ils vont se dire « Oh, encore une histoire de viol. » Voilà. C'est ça. C'est comme si on banalisait ce que signifie être violé. Mais la deuxième chose, j'ai 3 fils. Cette affaire était importante pour moi parce que la vie de mes fils est maintenant menacée par ce mouvement qui disait # croyez les femmes. Les femmes mentent. Elles mentent beaucoup, n'est-ce pas? Je veux dire, alors pourquoi ne pas faire cette chose un peu folle et simplement se fier aux faits, s'en tenir aux faits de l'affaire et les suivre tout simplement? Et donc, j'étais très préoccupée, je dois dire, quand ce mouvement s'est un peu emballé. J'ai même dû défendre quelqu'un que je n'aime pas, Matt Lauer. C'était une affaire dingue. Très clairement, il avait une relation consentie partout dans New York avec cette stagiaire. Oui, mais elle a été violée la première fois. Et puis, vous savez, toutes les autres fois, apparemment, ce n'était pas un viol. Ça n'a pas d'importance, car voilà un chèque, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé. À ce jour, il est toujours étiqueté comme un violeur. Genre, les gens disent encore ça de Matt Lauer parce que quelqu'un a porté une accusation et quand on regarde les faits, on se dit non, c'était un salaud. Il trompait sa femme. Il abusait de son pouvoir, certainement, parce que la raison pour laquelle ces personnes voulaient probablement coucher avec lui, c'est parce qu'il était Matt Lauer du Today Show. Mais le traité de violeur, est-ce juste? Est-ce normal? Peut-on au moins tous dire, peu importe qu'on soit de gauche ou de droite, que c'est mal? Et c'était ça le défi de l'affaire Harvey Weinstein. Je connais bien cette histoire, car c'est le monde où je vivais. Je le connaissais. Et tout ce que vous venez de dire est vrai. Bien sûr, je suis une femme et croyez-moi, je sais très bien que les femmes vont flirter avec des mecs pour obtenir ce qu'elles veulent, même si c'est juste un verre dans un bar. Alors vous pouvez imaginer à Hollywood où on encourage ce climat d'échange, des femmes qui veulent juste être la prochaine Angelina Jolie. Elles pensent toutes être la prochaine Angelina Jolie, ce qu'elles feraient pour ce rôle. Harvey en a profité.
C'était Harvey Weinstein. Il produisait les meilleurs films et honnêtement, les films ne sont plus aussi bons depuis que Harvey est en prison. C'est ça. Ces films étaient tous les films classiques auxquels vous pensez. Harvey Weinstein, la Weinstein Company a produit le comment ça s'appelait? Mirror. Je ne me souviens plus du nom de la boîte. Miramax était sa société. Avait produit, donc c'est beaucoup. Il y avait beaucoup à analyser. Pourtant, ils ont continué. Évidemment, les juges d'appel ont dit que cette affaire était ridicule, truquée. Pourquoi avoir laissé ces gens entrer dans la salle d'audience juste pour juger sa moralité, pas sur la base des faits, et l'affaire a été renvoyée. Mais il vient de perdre à nouveau, sur 2 des cas. Et donc, je viens de l'interviewer et cette interview va sortir aujourd'hui. Encore une fois, pour lui demander, OK, voici une question plus large. Harvey qui vous déteste, parce que c'est si clair que quelqu'un a eu votre peau. Et c'est comme ça que je vois l'affaire maintenant. Avec qui étiez-vous impliqué? Qui avez-vous énervé? Qui voulait que vous ne soyez plus celui que vous étiez à Hollywood? Parce que c'est le pouvoir, c'est une structure. Les juges permettent que cela se produise pour une raison. Et ces réponses étaient assez intéressantes. Vous savez, et je pense que Harvey Weinstein a contrarié beaucoup de gens puissants. Et il a été honnête à ce sujet. Je comprends. Je n'ai aucun mal à le croire, vu son style, qui est genre complètement autoritaire et genre horrible. Mais mettre quelqu'un en prison pour le reste de sa vie, vous savez, c'est trop. Il a dit que Gloria Allred lui avait dit que s'il la payait, et je la vois comme une sorte de gangster. Tout le monde sait comment elle procède quand elle est sur une affaire. Elle ne perd jamais que s'il l'avait payé, je crois que c'était $1 million. Ne me citez pas là-dessus. Ça disparaîtrait. Elle pouvait faire disparaître l'affaire. Il a dit ça? Il ne l'a pas fait. Oui, c'est ce qu'il m'a dit officiellement. Donc les gens vont l'entendre de sa propre bouche, mais ça me dit qu'on est peut-être face à quelque chose de différent. Et qu'était le mouvement MeToo. Et j'ai parlé à d'autres personnes qui en ont été victimes, et elles m'ont affirmé que beaucoup de choses ont à voir avec les droits d'édition. Que s'ils veulent couler une entreprise, vous pouvez forcer une personne à devoir vendre son entreprise et ses actifs, si vous pouvez créer un scandale. Je suis plutôt encline à le croire, surtout après avoir réexaminé l'affaire Michael Jackson, parce que il était en guerre avec Sony pour des droits d'édition et soudain, il a été accusé et je ne me souvenais pas de grand-chose de cette affaire. Mais quand j'y suis retournée et que j'ai regardé, c'était une histoire folle, genre un gamin qui a été drogué par son père pour dire qu'il avait été violé par Michael Jackson. Littéralement, il a été drogué par son père et donc on commence à se demander s'il y a beaucoup de choses qui se passent à Hollywood que beaucoup de gens ont essayé de dénoncer et ces gens ont été soit considérés comme fous, soit dans le cas de Michael Jackson, non, il aime les enfants. Et on fait en quelque sorte attention au cirque médiatique de tout ça sans réaliser que genre, il pourrait y avoir d'autres choses qui se passent à Hollywood. Michael Jackson n'était pas pédophile, selon vous. Je suis maintenant convaincue, après avoir examiné l'affaire, qu'il ne l'était pas et qu'il était en guerre avec Sony. Et j'ai fait tout un épisode là-dessus. J'étais choquée. J'ai grandi en aimant Michael Jackson, puis j'ai été absolument Bien sûr. dégoûtée. Il représentait tellement pour mon enfance, c'était une figure si importante. Alors j'ai décidé de réexaminer les faits et de voir ce qu'il en était vraiment. Je n'en revenais pas. Je veux dire, littéralement, je n'arrivais pas à y croire. Comme Harvey Weinstein. Il était sur le point de gagner le catalogue des